Madame la ministre, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Si vous voulez bien, comme je suis à plus d'1,50 m, j'enlève le masque, tout le monde. En cette journée du 10 décembre, journée des droits humains, comme vous le savez, nous avons décidé, pour la solidarité, think tank européen et le refuge, d'organiser une conférence de presse, une rencontre avec une double thématique. D'une part, la présentation d'une étude réalisée avec l'aide de la ministre Schlitz et pour la solidarité. L'étude s'appelle « Améliorer l'accueil des demandeurs d'asile LGBT en Belgique ». C'est Marie Schuller qui a coordonné cette étude et qui la présentera dans quelques instants. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura Dimitri Verdonck, fondateur du refuge, et Mahamat Roblé-Bouralé présenteront la nouvelle initiative du CADAL, qui est le premier centre d'accueil pour demandeurs d'asile LGBTQIA+, en Belgique. Ce centre répond aux besoins évoqués par les demandeurs d'asile, et donc il y a un parallèle à faire entre l'étude qui se fait et, d'autre part, l'ouverture du centre de réfugiés LGBTQIA+. Donc c'est pour ça que les deux éléments sont liés aujourd'hui. La ministre qui nous a fait l'honneur, le plaisir de financer l'étude, je lui passe la parole pour présenter son action et son soutien. Madame la ministre, you have the floor. Bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, la situation des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexes est préoccupante partout dans le monde. Peu de législations nationales sont favorables aux droits les plus fondamentaux des personnes LGBTQI+. Seulement un tiers des pays du monde assurent une protection légale contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Une trentaine de pays seulement autorisent les couples de même genre à se marier ou à s'unir civilement. Je tiens d'ailleurs à saluer la victoire des mouvements LGBTQI+, chiliens, dont le pays a voté le mariage entre personnes de même genre il y a quelques jours. Et comme vous le savez, la Belgique était le deuxième pays dans le monde à légaliser le mariage entre personnes d'un même genre. Au moins 70 pays dans le monde criminalisent les relations sexuelles homosexuelles, parfois jusqu'à la peine de mort. Le Botswana est le dernier pays à les avoir récemment décriminalisées, mais la liste ne se réduit que trop lentement. 13 pays continuent également de décriminaliser explicitement les transitions de genre. Seuls 8 pays, dont la Belgique, permettent la reconnaissance juridique du genre sur base de la simple autodétermination. Quant aux personnes intersexes, elles subissent encore de nombreuses violences et mutilations médicales que je suis en train de tenter d'interdire en ce moment même. Mais alors, au-delà des législations, on sait aussi que la réalité sur le terrain est très compliquée pour les personnes LGBT, même dans les pays qui ont un cadre légal progressiste. La Belgique doit jouer un rôle face aux pays où les droits humains ne sont pas respectés. Cet engagement est inscrit dans l'accord de la Vivaldi. J'ai publié une carte blanche récemment, signée par 14 pays différents, pour promouvoir le respect et l'élargissement des droits LGBTQI+, sur notre continent, suite à la loi dite contre la propagande homosexuelle mise en place par la Hongrie. Le gouvernement fédéral a joué un rôle central dans la mobilisation contre cette loi homophobe et transphobe pour que la Commission européenne déclenche une procédure d'infraction. En tant que secrétaire d'État à l'égalité des genres et des chances, c'est une évidence pour moi de travailler pour un meilleur accueil des personnes LGBTQI+, en situation d'asile, parce qu'il s'agit d'un public très vulnérable et peu pris en compte à l'intersection entre de multiples discriminations. Accorder le droit d'asile aux personnes LGBTQI+, et les accueillir dignement est une obligation légale, et je me réjouis de l'ouverture de ce premier vrai centre d'accueil pour demandeurs et demandeuses d'asile LGBTQI+, qui permettra de répondre aux besoins spécifiques de ces publics et leur donnera l'occasion de préparer sereinement leur dossier. Les demandeurs de protection internationale LGBTQI+, rencontrent toujours d'innombrables difficultés dans les centres, malgré les efforts de faits d'asile que je salue, et ont tendance à s'éloigner des structures traditionnelles, parce qu'ils et elles ne sont pas certains que les menaces et violences pour lesquelles ils ont fui ne se perpétueront pas dans les centres faits d'asile. À cet égard, l'étude réalisée Pour la solidarité, qui vous sera présentée dans quelques instants, sur l'amélioration de l'accueil des réfugiés LGBTQIA+, en Belgique, est un travail important que je suis heureuse d'avoir soutenu.
Et je tiens d'ailleurs à vous féliciter pour cette initiative. Alors, évidemment, la période tout à fait exceptionnelle que nous avons traversée, que nous sommes en train de traverser, a aggravé les réalités des personnes LGBTQI+, qu'elles soient en parcours d'asile ou non, et les confinements et les couvre-feux ont entraîné davantage d'isolement et d'insécurité. Ces personnes ont perdu l'accès aux organisations et aux structures de soutien et ont été privées de la compagnie de leurs familles choisies avec lesquelles elles peuvent être réellement elles-mêmes. Ainsi, quelques semaines après mon arrivée dans le gouvernement, alors que la Belgique se reconfinait, j'ai débloqué un budget de 945 000 € pour ouvrir des places d'hébergement pour des jeunes LGBT contraints de quitter leur foyer. Cette enveloppe a été répartie entre le refuge bruxellois, les couples LGBTQI+, Flandre et Wallonie pour créer une trentaine de places à travers tout le pays. La lutte contre les LGBTQI-phobie ne se limite bien sûr pas aux aides d'urgence. Il faut aujourd'hui s'engager dans un travail pour changer les mentalités afin d'éliminer les discriminations et les violences qui pourrissent la vie des personnes LGBTQI+. Pouvoir tenir la main de son partenaire ou parler de son identité sur son lieu de travail reste encore difficile pour les personnes LGBTQI+, en Belgique, quelle que soit leur origine. En 2022, j'adopterai le plan Sogiesc, en collaboration avec la société civile. Il portera en particulier sur les thématiques de la sécurité et de la santé. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a montré dans une étude récente que le comportement des personnalités politiques et autres figures politiques influe grandement sur la qualité de vie des personnes LGBTQI+. Je compte montrer l'exemple à cet égard. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans cette bataille contre l'exclusion et les discriminations, et je félicite le Refuge pour ce magnifique projet qui contribue à construire une société plus inclusive. Je vous remercie, je ne serai pas plus longue. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette présentation de vos actions tout à fait positives par rapport aux réfugiés LGBTQI+. Et maintenant, je vais donner la parole à Marie Schuller de l'Association pour la solidarité, qui va présenter l'étude qu'elle a coordonnée. Marie, tu as la parole. Merci, Denis. Merci à tous d'être là. Moi, je parle un peu moins fort. Voilà, je sais pas, vous me dites si vous m'entendez pas très bien, mais voilà, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour discuter de cette thématique très spécifique que sont les demandeurs d'asile et réfugiés LGBTQIA+, et aussi de vous présenter les conclusions d'une étude qualitative qui sortira la semaine prochaine et que nous vous enverrons avec grand plaisir. Je voudrais encore une fois remercier Madame la Ministre d'avoir rendu la publication de cette étude possible. Alors moi, je n'ai pas de PowerPoint, mais vous inquiétez pas, on va tout vous envoyer, on vous enverra un compte-rendu de toutes les interventions dans le courant de la semaine prochaine également. Mais pour revenir à l'étude, donc celle-ci est une analyse critique de la procédure d'asile vécue par les demandeurs d'asile LGBTQIA+, et les obstacles que ceux-ci peuvent rencontrer tout au long de cette procédure. Et de ces difficultés, nous avons tenté de retirer des enseignements et d'émettre certaines recommandations. Nous sommes convaincus que donner la parole aux concernés est la première et indispensable étape d'un long processus pour vraiment rendre compte de réalités invisibilisées et donc encore méconnues du grand public, mais aussi encore parfois des travailleurs sociaux qui donc du coup sont parfois un petit peu démunis face aux besoins très spécifiques de ces demandeurs d'asile LGBTQIA+. Et pour cela, dans le cadre de cette étude, on a rencontré différentes associations, différentes structures en charge de l'asile et la migration, et aussi on a réalisé des groupes de parole avec des demandeurs d'asile et réfugiés LGBTQIA+, notamment grâce à l'aide du refuge. On parle de besoins spécifiques, pourquoi Madame la Ministre l'a dit, parce que ces demandeurs d'asile se trouvent vraiment à l'intersection de plusieurs difficultés, de plusieurs discriminations et font face à plusieurs violences. Lorsqu'ils fuient des discriminations dans leur pays d'origine, en fait, ils retrouvent parfois ces violences, parfois sous d'autres formes, lorsqu'ils arrivent en Belgique. Et encore en Belgique, ils sont donc discriminés, ils font face à certaines violences, à certaines vulnérabilités, parce qu'ils sont demandeurs d'asile, parce qu'ils sont personnes LGBTQIA+, et parce qu'ils sont demandeurs d'asile LGBTQIA+. Et donc, les principales difficultés constatées et qu'on peut retrouver dans l'étude peuvent être vraiment réparties en différents points. D'une part, il y a un manque de références claires à l'orientation sexuelle, identité ou expression de genre dans les textes de loi. Après ça, je parlerai souvent d'OSIG pour faire un peu plus court. Deuxième point, l'évaluation des situations de risque et de vulnérabilité que fuient les demandeurs d'asile LGBTQIA+. Troisièmement, la notion de preuve lors de l'audition. Et quatrièmement, tout ce qui a trait à l'hébergement des demandeurs d'asile LGBTQIA+.
Et finalement, certains aspects transversaux peuvent être relevés, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Premièrement, que ce soit dans les textes de loi, lors de la procédure de demande de protection internationale, ou même lorsque les demandeurs d'asile sont en centre d'accueil ou d'hébergement, il y a vraiment la notion de binarité qui est constante et récurrente, et c'est quelque chose qui revient souvent. Pour la loi, on est soit homme, soit femme, même si il est tout à fait, il faut admettre qu'une approche sensible au genre est de mise, mais la réalité des personnes trans ou intersexes, elle est encore souvent invisibilisée. Alors on ne va pas refaire tout le corpus législatif parce que voilà, on en aurait pour la journée, mais à titre d'exemple et sans entrer dans le détail, même dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'orientation sexuelle est définie comme motif de discrimination, mais pas l'identité de genre. Et donc à partir du moment où ces textes-là, ces textes fondateurs ne le mentionnent pas, on peut se demander comment c'est réutilisé dans les textes de loi qui en découlent. Deuxièmement, lors de l'audition, par exemple, on attend souvent de la personne qui répond au gay typique, c'est-à-dire à l'idée qu'on se fait d'un homme gay cisgenre en Europe, Et même si vraiment il convient de soulever que les officiers du CGRA sont depuis peu formés à toutes ces thématiques, on espère vraiment que c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le temps parce que c'est extrêmement important. Et troisièmement, dans les centres, les infrastructures sont binaires, c'est un fait. Il y a les projets hommes, il y a les projets femmes. Et donc on ne remet pas du tout en question ces projets-là qui sont nécessaires. On demande simplement qu'une réflexion qui va au-delà de la norme cisgenre soit faite. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect transversal, tout ce qui a trait à la binarité. Deuxièmement, on s'est vraiment rendu compte que reconnaître l'OSIG comme motif de persécution est complexe pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que pour un demandeur d'asile, ça peut être douloureux, voire dangereux de demander l'asile sur base de son orientation sexuelle, identité ou expression de genre, et c'est quelque chose de très personnel. Et ensuite, une fois que le pas est franchi, le chemin est encore long. Il faut apporter la preuve de cette orientation sexuelle ou identité de genre. Il existe parfois une sorte de culture de la méfiance au sein des autorités migratoires vis-à-vis des cas fondés sur l'OSIG. Et en fait, finalement, lors des récits de vie, l'idée de crédibilité, elle repose sur la cohérence, la plausibilité et la non-contradiction, qui sont en fait vraiment des critères qui ne prennent pas en compte les conséquences de la peur, les difficultés d'auto-identification, ainsi que l'homophobie, la lesbophobie ou la transphobie interne. Par ailleurs, si la personne découvre son homosexualité à un âge avancé, si elle a eu des relations hétérosexuelles, si elle a des enfants, si elle n'a pas fait son coming out, qui est par ailleurs un concept assez occidental, ça pourrait manquer de crédibilité. Donc pour construire son récit de vie lors de l'audition, il faut présenter des faits objectivables, parfois quantifiables, il faut parfois dénoncer l'entourage, s'adapter aux normes de l'homosexualité occidentale, il faut parler de sa vie intime, il faut en dire assez mais pas trop, et donc tout ça c'est assez questionnable en termes de construction identitaire. Aussi, l'orientation sexuelle doit souvent correspondre aux idées et aux stéréotypes qu'on s'en fait en Europe. Et ça, en fait, c'est contraire au principe directeur numéro 9 du Haut Commissariat des Nations Unies, qui ont pour but d'orienter les États dans leur manière d'appréhender l'OSIG lors des demandes de protection internationale. Et ces principes sont très clairs. Ils annoncent qu'il y a une multitude de facteurs qui peuvent influencer la manière de vivre, de ressentir et de montrer son orientation sexuelle, identité ou expression de genre, et qu'il ne faut pas appliquer de manière trop rigide les terminologies occidentale. Parce que finalement, en fait, on se rend compte que cette vision eurocentrée et occidentalisée de l'OSIG, elle ne reprend pas toutes les réalités et expériences de vie. La communauté LGBTQIA+, ce n'est pas une communauté homogène. La dimension culturelle, elle est très souvent oubliée, et ça conduit de nouveau à de nouvelles violences et de nouvelles discriminations. Donc ça, c'est le deuxième aspect qu'on voudrait vraiment mettre en évidence, la difficulté de prouver son OSIG comme motif de persécution, car c'est très personnel, et l'évaluation de celle-ci, elle est non seulement subjective, mais elle peut aussi être eurocentrée. Troisième point, et très important, c'est tout ce qui a trait à la sécurité, évidemment. Déjà, la notion de pays sûr dans les pays de loi, parce que certains pays peuvent être considérés comme sûrs parce que l'homosexualité, elle n'est pas criminalisée ou pénalisée, mais dans les faits, être homosexuel ou même exprimer une identité de genre différente, c'est très compliqué et ça peut amener vraiment à des motifs de persécution et de violence inouïs. Et deuxièmement, la sécurité dans les centres. Donc lorsqu'un individu demande une protection internationale sur base de son OSIG, c'est parce qu'il fuit certaines persécutions dans son pays d'origine. Et en fait, lorsqu'il arrive dans un centre d'hébergement ou d'accueil, très souvent, il se retrouve avec des ressortissants de ce même pays. Et il peut de nouveau vivre ces mêmes violences et ces mêmes discriminations.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort des expériences de terrain, que souvent les agresseurs sont de la même origine que les agressés. Et donc si de manière générale, la communauté nationale peut présenter certains avantages, notamment l'entraide, l'interprétariat, dans le cas des demandeurs de protection internationale LGBTQIA+, c'est vraiment source de tension et de discrimination. Pour amorcer les pistes de solutions, ici par exemple, ce qui serait bienvenu ici, c'est une plus grande vigilance au niveau du dispatching pour la désignation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Pour améliorer la situation, premièrement, parler de la thématique. Alors c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus ces derniers temps et c'est très bien, mais il faut visibiliser ces spécificités, ces besoins spécifiques des demandeurs d'asile LGBTQIA+. Il faut une meilleure collaboration entre les associations et les structures de terrain et un financement structurel. Il y a tout un tas d'outils qui existent, il y a des formations qui ont été faites, notamment par les maisons coupoles, et tout ça, ça mériterait vraiment d'être financé de manière structurelle pour qu'un maximum d'agents qui sont en contact avec les demandeurs d'asile LGBTQIA+, soient formés à ces thématiques. Aussi, les structures d'asile et de la migration font plein de choses, les associations spécialisées LGBTQIA+, font plein de choses, et une meilleure synergie, ça permettrait vraiment, même simplement, de réorienter les bénéficiaires vers des acteurs relais spécifiques en fonction des besoins exprimés. La notion de preuve dont on vous a parlé, la vision eurocentrée de l'OSIG, les violences que peuvent subir les demandeurs d'asile, tout ça, les agents qui sont en contact avec ce public cible, ils doivent être au courant, ils doivent être formés pour savoir comment réagir et comment agir. À côté de ça, certaines procédures mériteraient d'être simplifiées, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus après. Et surtout, une réponse doit être apportée aux violences et aux discriminations qui sont subies dans les structures d'hébergement, et c'est sans doute pour ça, enfin c'est sûrement pour ça, que le CADAL a tout son intérêt. Avant de présenter le CADAL, je voudrais donner la parole à Caïs, qui est demandeur d'asile LGBTQIA+. Dis-moi. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je vous remercie vraiment pour ce projet que vous faites qui me montre vraiment le soutien que je peux recevoir ici, que je peux livrer librement et je peux aussi être moi-même. Moi, je m'appelle Caïs, je viens de la Jordanie et j'ai 25 ans. Je suis arrivé ici en Belgique dans le cadre d'Erasmus. Je suis arrivé le 29 janvier 2020. Et en fait, grâce aux documents qu'on a reçus de l'université à Saint-Louis, on avait des documents pour nous présenter à l'université. Et un des documents, c'était le suivi psychologique que je peux avoir si j'ai des questions par rapport à mon orientation. Parce que quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de culpabilité par ce sujet. J'ai dû cacher mes sentiments et aussi de ne pas assumer qui je suis pendant 23 ans. Et dans un pays qui est en Moyen-Orient, et vous connaissez comment la situation par rapport aux droits LGBTQ+. Et effectivement, grâce à ma psychologue, elle m'a proposé de demander l'asile. Pour moi, j'étais censé de retourner en Jordanie en juillet. Mais du coup, ça m'a pris 4 mois de décider de demander l'asile, parce que je trouvais que c'était un choix très essentiel et que ça pourrait aussi changer ma vie. J'ai dû quitter ma famille, j'ai dû quitter mon travail, mes amis et aussi mes études, parce que j'étais en 3e année, j'étais presque terminé. Et voilà, j'ai décidé de demander l'asile en juillet 2020 et je me suis présenté au Petit Château. J'avais des attentes que là-bas, en fait, je pourrais être moi-même, je pourrais vraiment être heureux et il n'y aura pas de souci, je serai en sécurité. Parce que là, je suis en Europe qui respecte les droits LGBTQI+. Mais quand je me suis trouvé là-bas, j'ai dû de nouveau cacher que je suis. Je me suis senti de nouveau que je suis dans la même prison où j'étais. Parce que les gens, ils viennent avec leur jugement. Et en plus, une des assistantes sociales m'a conseillé de cacher mes sentiments le jour que je suis arrivé, de ne pas dire qui je suis, de ne pas vivre comme je préfère, ou m'habiller comme je préfère, ou acter comme je veux. Du coup, c'était déjà, quand je suis arrivé, je lui ai dit, je n'ai pas pensé ça, je pensais que je peux être libre. Et du coup, il m'a conseillé de vivre comme ça. Et alors que le chemin que j'ai vécu pendant l'Erasmus, en fait, pendant l'Erasmus, ça m'a aidé à accepter moi-même. Et du coup, quand je suis allé là-bas, j'étais plus ou moins prêt à assumer qui je suis. Du coup, dans le centre d'accueil, de nouveau, j'ai dû revivre une double vie, avec une double vie comme avant.
Et voilà, du coup, là-bas aussi, j'ai vu comment on était traité. C'était très clair pourquoi je demande l'asile, parce que je viens de la Jordanie, c'est un pays où il n'y a pas de la guerre, le seul pays plus ou moins du Moyen-Orient qui est en sécurité. Et du coup, les gens qui étaient là, ils viennent aussi de là-bas, du coup, ils connaissent le territoire là-bas. C'était clair pourquoi je demandais l'asile. Et du coup, quand j'étais avec 4 personnes de la même chambre, c'est déjà, je trouve, que ce n'est pas une bonne condition de vivre avec 4 personnes de la même chambre. C'était déjà difficile. Et en plus, j'ai dû suivre les cours, tous les cours en ligne. Du coup, pratiquement, c'était pas assez bien d'étudier en tant qu'étudiant. Et en plus, il n'y avait pas de Wi-Fi, ça c'est autre chose. Dans un centre, il n'y avait pas de Wi-Fi. Et en plus aussi, j'ai dû aussi subir une violence verbale. Et en fait, c'est ce qui se passait une fois pendant le confinement. C'était interdit de dormir dehors. Et une de ces personnes qui était avec moi dans la même chambre, il a dormi dehors. Et du coup, l'assistant social, chaque fois, le soir, il vient pour checker si tout le monde est là. Et lui, il n'était pas là. Du coup, le lendemain, quand il est venu, il a pensé que c'était moi qu'il a dit à l'assistant. Il est venu vers moi, il a commencé à m'insulter, il a commencé à m'attaquer. Et puis, ils l'ont mis dans une quarantaine. Le même jour, pendant le repas de midi, j'étais en train de manger. Son cousin qui était là, que je n'ai jamais parlé, je ne le connais pas. Et du coup, il vient vers moi comme un monstre pour m'attaquer verbalement. Déjà, je pense qu'ils avaient ce soupçon que je suis de la communauté LGBTQ+. En plus aussi, à cause de ma religion qui est différente aussi de sa religion, qui aussi m'ont mis parfois dans une situation difficile de me parler des sujets théologiques, que je ne veux pas entrer dans ces détails avec les jugements que j'ai subis aussi. Et du coup, il est venu comme un monstre vers moi en m'insultant, en m'attaquant. Et moi, j'étais là, je n'ai rien réagi. Et l'assistance sociale, elle était là, il n'a rien fait. En plus, ce qui se passait, j'ai porté plainte à l'administration du centre d'accueil. Ils lui ont donné qu'un avertissement et ils l'ont fait rentrer dans la même chambre où j'étais. Alors que je commençais, pendant qu'il était en quarantaine, je commençais à fermer la porte. J'avais tellement peur, j'avais tellement en fait peur qu'ils vont venir me tuer. Même je rêvais de ça. Et je leur ai dit que je suis vraiment en peur, je ne me sens pas en sécurité. Ils n'ont rien réagi que de lui donner un avertissement. Alors qu'une autre personne qui était aussi membre de LGBT, qui a juste une fois, il voulait parler avec l'assistance sociale, il a pris sa main, il lui a dit « je veux parler avec vous », il ne voulait pas l'écouter. Le lendemain, ils l'ont transféré dans un autre centre. Du coup, pour moi, c'était une injustice que j'ai vécue. En plus, je me sentis isolé dans le centre d'accueil. C'est pourquoi j'ai commencé à faire des bénévolat avec le refuge, qui m'a aidé un petit peu d'être entouré de communautés LGBTQ+. Et je trouve, là, je ne vais pas trop parler, parce que si je veux parler voilà, ça ne va pas terminer. Et juste, je voulais dire que nous, quand on vient ici, on vient avec quand on demande l'asile, il y a vraiment un vécu très, très difficile. Il y a injustice qu'on a vécue dans notre pays. Du coup, c'est très important qu'on soit libre ici en Belgique. Voilà, merci beaucoup. Donc, en effet, je suis le cofondateur du Refuge Bruxelles. En fait, l'idée d'un refuge pour accueillir des jeunes personnes LGBTQIA+, qui sont en situation d'exclusion, avait germé depuis pas mal d'années. Et donc, ça faisait depuis à peu près 2011 que c'était un projet que nous avions en tête avec Ali et moi. Ali de Bercal, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est donc, lui, le cofondateur du refuge. On a ouvert en 2018 le refuge Bruxelles, et donc ça fait maintenant 3 ans qu'on fonctionne et qu'on accueille des jeunes entre 18 et 25 ans qui connaissent des problèmes d'exclusion en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Et dès le début, dès qu'on a ouvert, on a aussi été sollicité par des personnes directement, des demandeurs, des demandeuses d'asile, soit par des membres de FEDASIL, des membres de la Croix-Rouge, des assistants sociaux, enfin l'ensemble du secteur de l'asile, au fur et à mesure des mois, a pris connaissance de l'existence du refuge Bruxelles. Et donc nous avons décidé d'accueillir aussi, parmi les bénéficiaires, quelques demandeurs et demandeuses d'asile
quand leur situation était vraiment très 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 problématique. Et donc, on a fait ça pendant 3 ans. Et sur les 3 ans, on s'est rendu compte que les demandes étaient vraiment très 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 nombreuses et que ce que nous, on pouvait proposer au refuge Bruxelles était vraiment pas très important par rapport à la situation de terrain. C'est comme ça, finalement, qu'au fur et à mesure du temps, on s'est dit qu'il fallait augmenter le nombre de places pour ce public-là. Et on a décidé, du coup, de créer une structure à part entière qui s'appelle le CADAL, donc le centre d'accompagnement. Vas-y, c'est comment le CADAL? C'est lui qui a trouvé le nom. Centre. D'accord. Donc le nom, l'inventeur du nom est Mohamed, il en est très fier. Mais donc pourquoi est-ce qu'on a été obligé? On aurait pu aussi simplement augmenter le nombre de places à l'intérieur du refuge. On ne l'a pas fait pour un tas de raisons, parce qu'en fait, l'accompagnement d'un public demandeur, demandeuse d'asile est totalement différent du public classique du refuge Bruxelles, notamment pour la durée d'hébergement. Nous avons des durées limitées au sein du refuge Bruxelles, alors que quand on est dans une procédure d'asile, on sait bien que ça peut durer parfois très très longtemps. Ça peut durer même 2 ans. On a encore des bénéficiaires qui sont là depuis 2 ans avec nous. On a aussi des différences. Forcément, ce n'est pas les mêmes bailleurs de fonds, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs, ce n'est pas les mêmes besoins. Et donc, on est dans des situations finalement très, très différentes. Ça nécessite aussi de la part de l'équipe une expertise différente, de bien connaître les procédures d'asile, le secteur de l'asile. Donc, ce sont aussi des partenaires différents. Et donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, on a considéré qu'il était important de pouvoir créer une structure à part entière. Mais si vous voulez avoir quelques chiffres, je les ai ici sous les yeux, c'est un petit peu plus loin dans les slides. Oui, tu peux y aller parce que je suis de toute façon pas du tout ce qu'il y a dans le PowerPoint. Mais c'est pour vous donner une idée. Entre 2018 et aujourd'hui, on a accompagné 149 demandeurs et demandeuses d'asile et on en a hébergé 39. Ici, la répartition en bleu, vous voyez, ce sont les personnes cisgenres hommes. En rouge, les personnes transgenres. En vert, les personnes cisgenres femmes, et en mauve, autres, donc les personnes qui se reconnaissent dans aucune des autres catégories. Mais donc ça vous donne déjà une idée du nombre de personnes que nous avons pu accompagner. Et sur les 149, je dis qu'on en a hébergé 39, dans les 149, il y en avait beaucoup qui auraient aimé être hébergés, on n'était juste pas en capacité de le faire. Ces chiffres sont juste des chiffres qui sont le reflet de notre expérience de terrain depuis les 3 dernières années. Ça ne veut pas dire que dans l'ensemble de la Belgique, la problématique n'est pas plus importante. Alors, quand on a décidé d'accepter des demandeurs, demandeuses d'asile au sein du refuge, et maintenant quand on a décidé d'ouvrir le CADAL, on est tout à fait conscient aussi des limites de notre action, et donc on ouvre 14 places. Ce qui est beaucoup pour nous, ce qui est sans doute pas du tout suffisant par rapport à la problématique, par rapport aux enjeux, par rapport aux demandes. Et donc on insiste beaucoup sur le fait que les places que nous ouvrons seront réservées à des personnes qui connaissent des difficultés graves à l'intérieur de leur centre ou qui ont déjà quitté leur centre et qui se retrouvent dans la rue. Parce que si je vous annonce demain qu'on ouvre un centre pour réfugiés, demandeurs d'asile, LGBTQIA+, s'il y a 100 places, les 100 places seront disponibles. Je vois ici mes amis du secteur LGBT qui confirment. Vous savez très bien, vous travaillez sur le terrain depuis longtemps, c'est une problématique qui est vraiment super importante. Je voudrais revenir aussi sur le fait qu'avec FEDASIL, on travaille en bonne intelligence depuis le début et c'est vraiment pas du tout simple. C'est pas simple de gérer quand on se retrouve avec 200 personnes de la même origine, de la même nationalité et qui sont à 200 contre une personne transgenre ou autre, avec la meilleure volonté du monde, c'est vraiment compliqué. Alors FEDASIL a un certain nombre de places safe place
qu'elle propose pour des publics particulièrement vulnérables, mais elles sont aussi très limitées. Et donc ça nous arrive quand même régulièrement d'être sollicités par FEDASIL, par des personnes très très bien, qui n'ont aucun souci avec les questions LGBTQIA+, mais qui simplement sont débordés et nous demandent de trouver une solution avec eux. Donc l'idée n'est pas du tout de dire que la vie est épouvantable dans les centres pour les personnes LGBTQIA+. Vous avez vu Ali là sur une photo, lui il a l'habitude de dire, il est arrivé en Belgique il y a 20 ans, il a passé 3 ou 4 mois dans un centre, il a adoré ça. Il s'est fait plein d'amis, il a trouvé ça super. Bon, il avait la chance, sans doute, de ne pas avoir une orientation sexuelle visible, donc il n'était pas du tout la cible de personnes. Bon, et lui, pendant 4 mois, il s'est dit je fais profil bas, et puis c'est vrai qu'en plus, on a tous, à des degrés différents, quand on est une personne LGBTQIA+, l'habitude de gérer, et donc, en effet, c'est ce qu'il a fait. Et donc notre souhait, c'est non seulement de continuer à travailler avec FEDASIL, avec les autres centres d'accueil, mais peut-être d'aller plus loin et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour formaliser des partenariats qui soient plus pérennes et sans doute aussi plus efficaces pour un meilleur accueil. Il y a 2 ans, on a aussi travaillé avec la Rainbow House Bruxelles, en organisant une série de formations dans plus d'une quarantaine, si je me souviens bien, centres d'accueil pour demandeurs, demandeuses d'asile. C'était des formations aux questions LGBTQIA+, qui étaient à la fois adressées au personnel des centres et à la fois aux bénéficiaires. C'est super important de faire ça, c'est vraiment super intéressant de le faire. Donc, tout ce qui peut permettre de poursuivre ce genre d'action, de les renforcer, de les multiplier, je pense que c'est aussi simplement par là que ça se fait. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des centres où les choses se passent mal, mais de manière générale, je trouve quand même qu'on fait face à beaucoup de bonne volonté de la part d'un secteur où le travail est quand même très, très, très compliqué, quoi. Donc, voilà. Encore 3 minutes. Ça va. Alors, je vais vraiment pas durer. Peut-être vous dire aussi que je dis qu'on ouvre 14 places. Pour le moment, comme on est tous là avec des masques, je ne vous apprends rien. Les 14 places sont en fait 7 places parce que c'est une personne par chambre, alors que hors Covid, c'est 2 personnes par chambre. Donc, on espère qu'en janvier, février, ça va pouvoir évoluer positivement, mais donc je ne voudrais pas non plus donner l'impression qu'on attend vos coups de téléphone, on va vite être saturé. On a déjà des personnes qui vivent dans... Bon, en fait, on a ouvert 2 appartements, 2 grands appartements dans lesquels il y a 14 places, et donc il y a déjà des bénéficiaires qui y logent depuis quelques jours, et... Voilà, on a bien conscience qu'on fait notre part, que 14 places c'est déjà très bien, mais on sait que ce sera insuffisant. Et donc, voilà, il faut vraiment, je pense, si vous êtes un acteur du secteur et que vous avez envie aussi de nous adresser des personnes, faites-le quand vous avez bien conscience que la problématique est très très sérieuse, parce que on va être obligé de refuser beaucoup de demandes, malheureusement. Voilà, donc je vois Denis qui se lève, il en a déjà marre. Mohamed va vous expliquer peut-être voilà, un petit justement. peu... Voilà, c'est ça, tu Voilà. l'introduis. Donc, merci à Dimitri Verdon. C'était intéressant d'entendre évidemment la mise en perspective du refuge, de l'action du refuge et du CADAL. Donc Dimitri, c'est le centre d'accueil pour demandeurs d'asile LGBTQI+. Et je vais donner la parole maintenant à Mahamat, qui est le responsable du CADAL et qui connaît ce que veut dire les initiales. Il se pose pour le moment, cette situation n'est jamais arrivée au refuge. Qu'est-ce qu'on fait si un jeune ne reçoit pas le statut de séjour? Donc bien sûr, il y a des recours. Pour le moment, ça ne s'est pas produit. Et je pense que voilà, nous prenons que les jeunes qui sont en situation
des très grandes vulnérabilités ou qui ont besoin de protection. Bon, voilà, ça ne s'est jamais posé, mais bon, c'est possible. Il y a les demandeurs multiples. Les demandeurs multiples, des jeunes qui arrivent chez nous et qui ont déjà fait plusieurs demandes et parfois qui ne savaient pas qu'on pouvait demander sur la base de l'orientation sexuelle et qui se retrouvent, qui arrivent et donc qui sont en situation de demande multiples et bien sûr donc en grande difficulté pour pouvoir avoir un statut de séjour. Bon, voilà, je viens de dire, c'est la méconnaissance de la législation. Bon, il y a la Convention de Dublin, hein, les personnes que nous appelons de manière assez raccourcie, il est dubliné. Voilà, il est dubliné. Très compliqué. Après, bon, voilà, il y a tous les jeunes qui sont, toutes les personnes qui sont frappées d'un ordre de quitter le territoire, l'ont quitté. Donc nous sommes une institution, donc nous travaillons dans la légalité. Donc voilà, d'un autre côté, c'est assez compliqué hein, d'accompagner la police dans cette histoire. Voilà, le besoin réel d'un accueil spécifique pour certaines personnes. Donc il y a des besoins aussi particuliers pour les personnes qui sont LGBT et ces besoins, c'est d'abord la considération, le fait d'accueillir bien sûr d'abord leurs paroles et je constate sur les terrains, les chiffres ont été donnés un peu plus haut, mais que l'homosexualité masculine est souvent moins acceptée. Et puis il y a aussi les personnes transgenres. Et donc les personnes transgenres qui sont également, qui ont d'autres besoins, qui a été détaillé dans l'étude et que, bien sûr, nous vous en verrons aussi, comme l'a dit Marie. Donc, quelques recommandations, hein, ce n'est pas la recommandation de l'étude, ce sont les recommandations que nous faisons pour... des recommandations par rapport à notre expérience. Bien sûr, augmenter la capacité d'accueil pour accueillir les personnes vulnérables. Bon, pour le moment, c'est très limité. Dimitri l'a dit. Donc voilà, c'est pas suffisant. C'est une goutte d'eau. Hein. Assurer aux migrants LGBTQIA+, un accueil adapté permettant l'épanouissement de leur identité de genre et leur orientation sexuelle. Faciliter la suppression du code des 107, surtout pour les personnes qui ne viennent pas d'un centre, qui ne sont pas dans un centre fait d'asile ou de la Croix-Rouge. Donc parfois nous rencontrons des difficultés aussi pour la suppression du code des 107. Poursuivre et renforcer la formation de l'ensemble du personnel du secteur de l'asile, oui, ça c'est important. Quelquefois j'entends, c'est quoi LGBT ? Bon, voilà. Quelquefois, donc, voilà, la formation, déjà, il y a beaucoup, c'est poursuivre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais voilà, il faut améliorer l'accueil et la formation des personnes. Revoir la notion de pays sûr ou considéré comme tel par l'Union européenne, ça, on a voulu le mettre ici parce que quand on considère que certains pays, comme des pays d'Afrique, hein, parce qu'ils se sont dotés d'une législation et qu'ils ont dépénalisé l'homosexualité, on considère que c'est un pays sûr désormais. Donc voilà, des trucs comme ça, comme si les pays avaient changé d'un coup. Et donc ça, bon, voilà, ce sont des... Et puis, bon, voilà, soutenir le CADAL, ça c'est important, c'est important. Mais j'en profite aussi pour remercier la ministre du soutien, franchement, sans faille, de manière générale pour la communauté LGBT. Voilà, franchement, merci beaucoup.